Bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette session de ISFAR intitulée Mon patient reste douloureux 2 mois après une prothèse de genou et je suis accompagnée de Nejma Mabrouk-Zerguini qui va aborder ce sujet à partir d'un cas clinique sous différents angles et à la fin nous laisserons quelques minutes de faire quelques discussions et échanges autour du sujet avec quelques questions aussi. Donc, je te passe la parole, Nejma. Bonjour Léa, bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui du cas de Madame Monique M, une patiente de 68 ans qui a été opérée d'une prothèse totale du genou il y a jour pour jour 2 mois. C'est une patiente qui a une surcharge pondérale, qui a une hypothyroïdie substituée, une HTA bien équilibrée, qui a des antécédents de chirurgie orthopédique contralatérale il y a 15 ans. Au niveau de son parcours chirurgical, elle a terminé sa rééducation en hôpital de jour. Actuellement, le relais est pris par le kinésithérapeute de ville et elle a vu son chirurgien lors de la visite de contrôle à 1 mois. Tout était correct. Le chirurgien a renouvelé une prescription dentalgique avec du paracétamol 500 mg et de l'X-Prime à la demande, 1 à 3 comprimés par 24 heures. Cependant, Madame M dit qu'elle a très mal. Est-ce que c'est normal, docteur? Alors, effectivement, est-ce que c'est normal d'avoir mal à 2 mois d'une PTG? Alors, il faut savoir que la prothèse totale du genou, c'est une des chirurgies qui a les temps de récupération les plus longs, à tout point de vue, fonctionnel, douleur. Ceci est assez bien connu depuis longtemps. Vous voyez ici, par exemple, sur la droite, l'étude de Patricia Lavandome et son équipe en 2015, qui retrouvait une incidence importante, plus d'un patient sur deux a des douleurs à la mobilisation à 3 mois, à 1 mois et même au-delà après une PTG. Pour la douleur au repos, la douleur au site de l'incision avec quelques composantes neuropathiques, les incidences sont également supérieures à 25% et la résolution se fait un petit peu plus rapidement dans le temps que la douleur à la mobilisation. C'est effectivement cette notion de trajectoire de résolution de la douleur qui est absolument fondamentale quand on s'intéresse à tout ce qui va se passer entre le préopératoire jusqu'à éventuellement la douleur chronique post-opératoire. Donc dans cette étude, également très connue de l'équipe de Paget en 2015, les auteurs, sur une cohorte suivie prospectivement de 173 patients opérés de prothèse totale du genou, on retrouve des scores de douleur objectivés sur la composante douleur du score WOMAC au niveau du genou, qui sont variables en préopératoire, avec ici plusieurs groupes qui apparaissent. Donc, les trajectoires de résolution douloureuse les plus favorables sont des patients qui commencent avec un niveau de douleur en préopératoire qui est assez faible et qui vont avoir une diminution constante de leur douleur jusqu'à 12 mois. On retrouve une autre trajectoire douloureuse où les patients vont commencer plus haut, leur niveau de douleur préopératoire, vont décrire une amélioration à la phase aiguë, et puis ensuite vont récupérer lentement et régulièrement de leur douleur. Ces deux groupes de patients, donc d'évolution favorable, à 3 mois, représentent à eux seuls 73% de la cohorte. Qu'en est-il des 17% restants? Eh bien, on a deux groupes. On va avoir une trajectoire qui concerne à peu près 15 à 16% des patients dans cette étude, où les patients vont décrire une amélioration initiale franche de leur douleur à la phase aiguë, et puis qui ensuite vont faire un plateau de douleur jusqu'au 3e mois, et à partir de là, ils vont pouvoir s'améliorer. On a 9% des patients, trajectoire en pointillé sur la diapositive, qui, eux, vont avoir une absence de résolution complète de la douleur à tout moment. C'est ces patients-là qui sont les plus problématiques. Quand on voit le cas de Madame M, notre patiente, nous, on la voit quelque part ici, donc on est voilà, on est au 2e mois, on n'est pas encore tout à fait au 3e mois, où là on a l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins et où on a quand même 50% des patients qui vont naturellement s'améliorer.
Il faut savoir qu'en chirurgie orthopédique, très souvent, les chirurgiens évaluent définitivement l'outcome après leur chirurgie à 1 an. Alors, pourquoi on va observer chez certains patients une phase de douleur subaiguë prolongée qui peut aboutir à une non-résolution de la douleur. Eh bien, la physiopathologie de ces douleurs chroniques post-opératoires, elle est quand même assez bien connue. On a différents types de douleurs, les douleurs nociceptives ou inflammatoires, une composante neuropathique, on va voir, dont on va beaucoup parler, qui est très importante, des douleurs qui sont très souvent mixtes, c'est-à-dire qui associent une composante inflammatoire et neuropathique, et une quatrième catégorie qui est celle du syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, qui est en fait une catégorie un petit peu séparée et à part entière. Donc, on a différentes études, par exemple celle-ci, parue dans le Journal européen de la douleur en 2022, qui nous montre que chez les patients les plus douloureux à 6 mois en post-opératoire, que vous voyez ici représentés en rouge, eh bien, on a des scores d'inflammation à l'IRM, que ce soit en matière de synovite ou d'épanchement, qui sont significativement plus élevés. Et également, quand on s'intéresse aux études de la sensibilisation à la douleur, eh bien, on va avoir des marqueurs importants qui sont significativement qui témoignent d'altérations plus avancées chez les patients les plus douloureux. L'ensemble des signes présentés ici, inflammatoires et qui attestent d'une composante neuropathique, étaient significativement associés à l'intensité de la douleur à 6 mois. On peut supposer que le mécanisme est quand même très semblable aux étapes précédentes. Alors, quels vont être les enjeux de ma consultation douleur transitionnelle à 2 mois d'une PTG? Comme on l'a vu, bien entendu, il va falloir essayer de recamper avec le patient sa fameuse trajectoire douloureuse. Donc ça englobe la partie aiguë, donc la partie de son hospitalisation, et puis également la partie subaiguë ou transitionnelle, qu'on dit débuter classiquement à J15 ou autour de son retour à la maison dans certains pays, en tout cas entre 3 semaines et 3 mois, date de début officielle le plus court pour la douleur chronique. Donc, retour à Madame M. Donc, quand on l'interroge, elle raconte que son séjour à l'hôpital s'est bien passé après sa chirurgie sous rachianesthésie. Elle a bénéficié d'une analgésie avec un cathéter Safen au canal des adducteurs pendant 3 jours qui a bien fonctionné. Elle a eu recours au morphinique une fois, la première nuit, à J0. Mais elle n'a pas souvenir plus que ça d'avoir eu des douleurs invalidantes. Elle est sortie comme prévu à J4 et quelques jours plus tard, elle a débuté sa rééducation en centre, en hôpital de jour, où là, pareillement, la douleur n'a pas limité sa récupération fonctionnelle, les progrès ont été constants. Et puis, à la 4e semaine, elle a commencé à voir apparaître des douleurs un petit peu nouvelles et différentes de ce qu'elle avait connu en préopératoire. La visite de contrôle avec son chirurgien a été réalisée à 1 mois. Le chirurgien a dit que tout se passait bien et Madame M est rentrée chez elle. La douleur a continué à augmenter. Elle vient vous voir ce jour avec un fond douloureux continu à 3/10, des paroxysmes de douleur qui peuvent monter à 8, qui sont vraiment déclenchés par le mouvement, donc particulièrement la marche, la montée-descente des escaliers, la kinésithérapie qu'elle effectue 2 fois par semaine. Et elle se dit très gênée la nuit par une zone qui est localisée à la face antéro-interne du genou. Alors, à ce stade, quels vont être les diagnostics fondamentaux en gros, qu'il va falloir cibler en priorité pendant la consultation? Bien évidemment, on arrive un peu tôt après la chirurgie et il ne faudra pas passer à côté d'arguments qui laisseraient craindre une complication chirurgicale. L'autre point très important, ça va être de s'attacher à mettre en évidence des douleurs neuropathiques, ne pas passer à côté d'une part neuropathique, c'est très important. Et là aussi, comme pour toute chirurgie, particulièrement en orthopédie, suspecter suffisamment tôt un SDRC s'il y en a, même si encore une fois, le genou n'est pas la localisation privilégiée pour tout ce qui est algodystrophie.
Alors, il faut savoir que la visite chirurgicale à 1 mois, c'est une visite qui est essentiellement axée sur l'examen de la cicatrice, vérifier qu'elle est bien refermée, vérifier qu'on n'a pas d'argument infectieux, vérifier également les mobilités, qu'on a une récupération fonctionnelle et une récupération des flexions qui est satisfaisante, qu'on n'a pas d'instabilité, voilà, ou d'autres types ou d'autres complications purement mécaniques. Quand on examine Madame M, on voit effectivement que la cicatrice est propre. Voilà, on n'a pas de syndrome inflammatoire localement, on n'a pas de signes généraux. Elle plie le genou à 100 degrés, elle ne décrit pas d'instabilité à la marche, elle marche sans canne avec une légère boiterie. Donc, a priori, on est plutôt rassuré. Alors ensuite, a-t-elle ou pas une composante de douleur neuropathique? Alors, le score DN4, c'est un score de dépistage qui est quand même très facile à mettre en œuvre, très rapide et fondamental. Là, on voit ce que Madame M a rempli. Donc, elle coche 6 items de signes de douleur que sont les brûlures, les décharges électriques, l'engourdissement, les fourmillements, les picotements et une douleur à la palpation ou à l'effleurement de cette fameuse zone à l'intérieur du genou. Et l'examen clinique va retrouver une hypoesthésie à la piqûre et au tact fin. Le reste de l'examen neurologique est sans particularité. Donc, le diagnostic de douleur neuropathique est établi chez la patiente. Un autre enjeu de cette consultation douleur transitionnelle, ça va être d'aller au-delà des scores de douleur et puis d'évaluer un petit peu l'impact de cette douleur transitionnelle ou subaiguë sur la récupération fonctionnelle et sur différents aspects de la vie du patient. Alors, pour ça, il existe beaucoup de questionnaires. Prenons par exemple le Brief Pain Inventory, le BPI, qui comporte une section qui est destinée à évaluer l'impact, donc à côté, entre 0 ne gêne pas du tout et 10 gêne le maximum, sur l'activité générale, sur l'humeur. Alors pour résumer, on voit comment Madame M a rempli son questionnaire. Donc on voit que pour elle, l'impact maximal est au niveau du sommeil, où elle a coté vraiment 10 sur 10. L'impact est important, donc entre 7 et 8 pour ce qui est de la marche et des activités quotidiennes. Un petit peu moins sur l'humeur, où on est à 5, les activités sociales, et puis le goût de vivre reste peu impacté à 2. Alors, à ces scores numériques, qui sont très importants parce qu'ils permettent aussi d'objectiver l'efficacité de la prise en charge et sont utilisables en suivi, on peut aussi personnaliser un petit peu et questionner le patient. Par exemple, la patiente se dit très gênée pour la marche, mais elle sort quand même son chien 20 minutes tous les jours. Le reste du temps, c'est son mari qui s'en occupe. Pour ce qui est des activités sociales, elle reçoit toujours ses petits-enfants, même si elle fait un petit peu moins d'activités avec. Par ailleurs, comment le patient, qui est le principal responsable de la gestion de sa douleur au domicile, comment va-t-il s'organiser? Donc, on voit que Madame M a choisi de porter des vêtements larges par rapport à cette zone antéro-interne allodynique du genou. La nuit, elle dort avec un coussin entre les jambes pour éviter le contact. Quant aux antalgiques, elle n'en peut plus. Ça fait déjà 2 mois qu'elle en prend, donc elle prend sans grande conviction un paracétamol matin et soir, 500 mg qui la soulage un petit peu et transitoirement. L'Xprime la soulage un peu plus, il l'aide à dormir, elle en prend un le soir et elle ne le supporte pas en journée. En revanche, si elle est réveillée la nuit en pleine crise, il lui reste quelques comprimés d'Isalgie dans une boîte. Elle en prenait auparavant pour des douleurs d'épaule. Et ça lui permet de se rendormir. Alors,
Tout est envisageable hein, comme analyse de l'impact et du retentissement des douleurs sur la trajectoire globale de récupération du patient. Il y a beaucoup de travaux actuellement sur le sommeil, son importance, les trajectoires d'insomnie. Il existe des scores d'insomnie. Et cette étude, par exemple, qui est toute récente, hein, parue dans Pain en 2023, nous montre que les patients qui ont une mauvaise trajectoire de récupération, d'amélioration d'une insomnie préexistante, ou ceux qui ont une insomnie qui s'installe de nouveau après la chirurgie et qui, elles non plus, ne s'améliorent pas bien au fil du temps, ont des évolutions beaucoup plus péjoratives du score de douleur apprécié dans cette étude, là aussi sur la composante douleur du score WOMAC. Un autre enjeu de ma consultation douleur transitionnelle, ça va être d'identifier les facteurs de chronicisation qui vont permettre de mieux repérer les patients qui sont vraiment les plus à risque de chronicisation. Donc ces facteurs ont été très largement décrits dans la littérature, on les connaît tous en tant qu'anesthésistes, on y est très sensibilisé sur l'importance de dépister dès le préopératoire les patients qui ont des douleurs, alors en orthopédie c'est évidemment la règle, qui sont sous morphinique, les patients qui ont des fragilités psycho-émotionnelles, du catastrophisme, de la dépression, de l'anxiété. Les femmes plus jeunes sont également un peu plus à risque. Des facteurs chirurgicaux liés à la longueur ou à la complexité de la chirurgie ou à la réintervention. On a également la mise en évidence d'une douleur neuropathique en post-opératoire immédiat, qui est un facteur péjoratif, hein, un facteur de risque de survenue de douleurs chroniques, et douleur neuropathique qui, dans tous les cas, est toujours associée à des douleurs qui sont plus sévères avec un retentissement fonctionnel plus important. Il existe également de plus en plus d'arguments dans la littérature pour penser que l'existence d'une douleur transitionnelle, d'une douleur qui dure en subaigu, est en elle-même également un facteur de risque de chronicisation. Donc chez Madame M, on retrouve comme facteur supplémentaire la notion de douleur d'épaule, de douleur lombaire et bien sûr ces douleurs neuropathiques qu'on a mises en évidence. Donc au total, quel bilan d'évaluation on peut avoir pour la patiente? Déjà, on peut parler de douleurs transitionnelles sévères avec une composante neuropathique. En ce qui concerne son traitement, où est-ce qu'on en est? La composante neuropathique n'est pas traitée a priori. Alors, dans le traitement qu'elle prend, elle a un petit peu de tramadol le soir au coucher. C'est pratiquement un des seuls antalgiques qui peut avoir un effet sur les douleurs neuropathiques chez certains patients. Le reste de la gestion des antalgiques est probablement sous-optimale pour encadrer la composante nociceptive et inflammatoire. Au niveau de sa récupération fonctionnelle, à 100 degrés de flexion, on peut considérer qu'on est bien. On n'a pas d'inquiétude pour une complication chirurgicale évidente à ce stade, ni pour un SDRC. L'impact sur le sommeil est très important. Il peut expliquer peut-être chez cette patiente l'impact déjà psycho-émotionnel, en plus de celui des douleurs, et puis sa vie sociale est, on va dire, modérément impactée. Alors, comment on va pouvoir prendre en charge ce type de douleur? Il existe depuis plusieurs années maintenant, hein, plus d'une dizaine d'années, différents pays, différentes structures qui ont développé ce qu'on appelle des TPS, Transitional Pain Service. Et donc, ce sont des structures qui sont destinées à la prise en charge de ces patients. Alors, il existe autant de types d'organisations que de centres à travers les différents pays du globe. Je pense qu'il y a deux constantes qui caractérisent un petit peu ces centres. Premièrement, c'est leur pluridisciplinarité, c'est-à-dire que c'est quand même des centres qui se sont beaucoup inspirés dans leur constitution des équipes qui existent en centre de douleur chronique, avec l'association de médecins, de psychologues, de chirurgiens, de kinésithérapeutes par exemple. Et puis une autre problématique est celle du modèle médico-économique, parce que
clairement, rajouter une étape de prise en charge de douleur transitionnelle dans un parcours de l'opéré, c'est rajouter des coûts qu'il va falloir justifier. Donc il existe beaucoup d'études actuellement qui se sont attachées à montrer la viabilité économique du modèle dans le système de santé dans lequel elle s'insère, qui ont montré une efficacité sur la réduction des morphiniques en post-opératoire, notamment pour les patients qui sont pris en charge dès le préopératoire et identifiés avec les facteurs de risque de vulnérabilité. Mais plusieurs équipes ont préféré prendre en charge directement les patients à la phase de douleur post-opératoire précoce et pas forcément en préopératoire. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme thérapeutique ? Évidemment, à ce stade, il n'existe aucune guidelines, aucune recommandation sur les façons dont on va pouvoir traiter les douleurs, par exemple la composante neuropathique. On dispose de recommandations qui sont valables pour la douleur neuropathique périphérique. On peut penser, par exemple, qu'à ce stade, à 2 mois, on pourrait tenter des thérapeutiques de première ligne, donc TENS, emplâtre de lidocaïne ou antidépresseurs ou antiépileptiques. Le suivi se fera probablement au 3e mois. On sera déjà, s'il reste encore des douleurs, à la phase chronique. Et là, on rentre un peu plus dans le tableau. Donc, il existe beaucoup d'études un peu controversées sur l'efficacité, par exemple, du Versatis, également au niveau du TENS. Pour ma part, pour ce qui concerne la prise en charge de Madame M, la première chose qui semble très importante et que je ferai, c'est d'abord de la rassurer, car à 2 mois, effectivement, tout espoir reste permis et il est fort probable quand même qu'elle s'améliore déjà au cours de ce 3e mois. Il va falloir clairement qu'elle renforce son traitement antalgique, passer sur du systématique, et là, la consultation a aussi vocation à renforcer l'éducation thérapeutique. On peut essayer des patchs de lidocaïne, notamment pour la composante allodinique. Le TENS n'est pas proposé, mais n'est pas souhaité par la patiente, qui en revanche est très demandeuse d'un traitement pour dormir mieux. Donc, éventuellement, pourquoi pas quelques gouttes d'amitriptyline au coucher. Bien entendu, la rééducation fonctionnelle et les activités physiques doivent se poursuivre. La réévaluation est fondamentale, elle doit être précoce, peut-être à 3-4 semaines, a fortiori quand on introduit des thérapeutiques antidouleurs neuropathiques, le tout, bien entendu, en travaillant en concertation avec le médecin traitant et le chirurgien. Donc au final, quelles sont un peu les particularités essentielles de cette consultation douleur transitionnelle ? C'est une évaluation assez complète de la douleur, de son impact, de sa nature, qui doit prendre en compte la trajectoire de résolution de la douleur, la trajectoire de récupération fonctionnelle, l'identification des facteurs de risque de chronicisation, la mise en évidence d'une composante neuropathique, ça c'est fondamental, voir comment le patient gère sa douleur, comment il s'y adapte, et pour la prise en charge, en coordination avec ses médecins référents de première ligne, il va falloir faire outre l'absence pour l'instant de recommandations. Voilà. Merci beaucoup Nejma pour ce topo vraiment riche et complet de cette prise en charge de douleurs persistantes, transitionnelles, qui fait couler beaucoup d'encre actuellement et qui motive beaucoup de personnes à vouloir s'en occuper, à essayer de mettre en place des stratégies aussi de prise en charge. Alors, ces patients-là, tout au long de ce parcours quand même de douleurs persistantes, à ton avis, qui est-ce qui est en première ligne à détecter cette douleur persistante pour la prendre en charge ? Je pense qu'en première ligne, on le voit, c'est quand même beaucoup le chirurgien, le médecin traitant. Très souvent, c'est eux qui vont nous adresser le patient. Et c'est très bien comme ça, parce que le patient, à ce stade, ait pu déjà éliminer des complications chirurgicales avec son chirurgien, c'est quand même absolument fondamental. Donc, ça doit vraiment, encore une fois, ne pas se substituer au travail du chirurgien, mais vraiment venir en complément, pour aider les médecins de première ligne. Oui, tout à fait. Aussi pour déjà faire la première élimination de pathologies possibles, comme les infections, les décèlements de prothèses, etc. Et beaucoup d'autres choses qui doivent être tout à fait éliminées par le chirurgien.
et avant de pouvoir voilà, nous référer un patient pour cette prise en charge de la douleur voilà, post-chirurgicale persistante. En parlant de douleur neuropathique, qui est la douleur la plus difficile aussi à prendre en charge et la plus sévère, on va dire, dans cette douleur persistante, est-ce que pour toi, ce diagnostic de douleur neuropathique est facile à faire Il n'est pas toujours facile à faire. Mhm. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très important quand on fait une consultation douleur transitionnelle, c'est de pouvoir faire l'examen de la sensibilité fine. C'est quand même un critère très important du DN4. Je montre ici, par exemple, les petites réglettes qu'on peut se procurer facilement avec le petit poil de Von Frey, etc. Mais sinon, un petit trombone peut faire l'affaire également. Ça remplace un peu notre stéthoscope d'anesthésiste. Voilà, mais je pense que le DN4, c'est quand même un score qui est extrêmement sensible, extrêmement robuste. Alors, c'est un score de dépistage, c'est pas un score de suivi à proprement parler de l'efficacité d'un traitement. Tout à fait. C'est pour essentiellement faire le diagnostic. Après, pour la suite, on a d'autres scores comme le NPC, etc., pour vraiment évaluer chaque part de ces composantes neuropathiques et se dire est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est mieux, et évaluer bien sûr. Bien sûr. Et du coup, cette douleur neuropathique à 2 mois, est-ce que, voilà, est-ce qu'on la traite? C'est surtout la question qui revient tout le temps. Est-ce qu'il y a des recos dessus, des datas? Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut attendre? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de data. Quasiment ou alors c'est vraiment des datas qui sont très très insuffisantes. Voilà, on attend des études sur le sujet. C'est pas évident parce qu'effectivement, comme on l'a vu, la résolution spontanée des douleurs, y compris de la part neuropathique, c'est vraiment quelque chose qui est bien établi dans les trajectoires de douleurs qui ont été étudiées. Donc, d'un côté, il faut laisser le temps au temps, mais d'un autre côté, je pense que tout dépend aussi de l'impact, de la sévérité, c'est-à-dire que c'est une évaluation au cas par cas, et puis ça dépend aussi de la tolérance du traitement. Je pense que tout ce qui est traitement topique, comme les patchs de lidocaïne, si tant est que la peau est vraiment bien cicatrisée, on est quand même sur des niveaux de risque un petit peu modérés, contrairement par exemple aux antiépileptiques comme la gabapentine, qui peuvent être très très mal tolérés par des personnes notamment très âgées. Donc je pense qu'il faut vraiment voir ça au cas par cas, mais c'est pas facile, d'où l'intérêt d'une réévaluation précoce pour rectifier le tir. Tout à fait, tout en sachant que les douleurs neuropathiques sont associées à plus de sévérité de douleurs et les douleurs qui se chronicisent sont plus associées à une composante neuropathique aussi. Donc, c'est vrai que cette position n'est pas du tout facile à prendre. Est-ce qu'on traite, on ne traite pas ces douleurs précoces neuropathiques? Mais c'est vrai qu'il faut revoir au cas par cas et le cas voilà, du patient qui a des douleurs sévères avec un retentissement. Ouais, ouais. Pour ces patients-là, pour toi, à ton avis, en fait, de façon pratique, des patients qui viennent nous voir en tant qu'anesthésistes, qui faisons la douleur, par exemple, consultation transitionnelle ou douleur persistante, est-ce que cette prise en charge est optimale et combien de temps avant de se dire, par exemple, ces patients-là, il faut passer la main et les référer à un CETD ou avec une équipe qui fait du chronique? C'est vrai que cette limite n'est pas toujours très claire et très facile quand on passe la main, en fait, c'est pas toujours voilà, facile à aborder. Oui, non, je pense que c'est effectivement une question qui est très légitime parce que quand on regarde les pain centers de douleurs transitionnelles qui se sont ouverts à travers le monde, c'est vrai que parfois on est très étonné par la durée de suivi de ces patients qui peut être de 6 mois à 2 ans après la première inclusion, que ce soit en préopératoire ou en post-opératoire immédiat. Alors là, on se dit qu'on est clairement dans le chronico-chronique. C'est pas évident. Je pense que peut-être que tout l'enjeu, c'est d'identifier les patients vraiment à très haut risque. Bon, là, c'était pas le cas de l'exemple de cette patiente, mais si on avait imaginé, par exemple, qu'elle était extrêmement dépressive, qu'elle avait des antécédents connus de dépression, qu'il n'y avait pas eu de prise en charge spécifique en préopératoire, et que quand elle arrive à la consultation, on lui fait un score, par exemple, un score HAD qui montre des seuils très élevés d'anxiété et de dépression, la patiente qui est en larmes, qui exprime une demande même par rapport à ça, je pense qu'à ce moment-là, c'est des patients à très haut risque.
il faut pouvoir envisager assez tôt, étant donné les délais d'adressage, de les référer, sachant qu'il existe quand même aujourd'hui, dans la plupart, voire dans toutes les structures douleurs chroniques, des catégories coupe-fil de patients, et ils sont en particulier destinés aux patients qui ont des douleurs chroniques post-opératoires. Ouais, qu'on arrive à voir un peu de façon précoce sans attendre le délai de 6 mois qui sont dans les CETD de temps en temps. Voilà. Mais c'est vrai que cette prise en charge multidisciplinaire de cette douleur qui persiste est assez importante pour s'occuper de ce patient dans tout le cadre biopsychosocial, sans juste se focaliser. C'est très bien de mettre cette prise en charge de douleurs neuropathiques focalisée, le traitement, tout ça, mais aussi remettre le patient en mouvement, s'occuper aussi du retentissement psychologique, sur tout ce que tu as montré sur la qualité de sommeil et tout ça aussi, sur tout le retentissement aussi social. C'est important aussi. Et ça aussi, cette prise en charge multidisciplinaire et globale du patient est très importante. Ouais. Voilà, parce qu'on sait que de toute façon, chaque facteur à son niveau va intervenir dans la qualité globale de la récupération. Un patient qui est totalement déprimé, anxieux, épuisé, fatigué parce qu'il ne dort pas, entre autres parce qu'il a mal ou pour d'autres motivations, c'est un patient qui ne va pas pouvoir être assidu à sa rééducation, qui ne va pas pouvoir la faire correctement. Et en fait, on a l'impression qu'un aspect en tient l'autre. Et tout est absolument lié. On ne peut pas se focaliser que sur un aspect en négligeant les autres. D'où l'intérêt d'une prise en charge qui allie les expertises. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Nejma pour ce topo et pour ces échanges. Merci Léa. Et puis merci à vous de nous suivre.